Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. La santé de l'économie chinoise fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Quel bilan peut-on tirer des résultats obtenus par l'économie chinoise durant la première moitié de 2023 et quels sont les défis pour la Chine dans la poursuite de sa voie de développement de haute qualité? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir par visioconférence Ding Yifan, économiste, chercheur principal à l'Institut Taihe, et depuis Mali, Yoro Diallo. Vous êtes diplomate malien pendant 22 ans et votre dernier poste est le premier conseiller de l'ambassade de Mali à Beijing. Et vous êtes actuellement chercheur principal à l'Institut des études africaines de l'Université normale du Zhejiang. Merci à tous les deux d'avoir participé à notre émission. Merci. Merci, madame. Ok, je vais commencer par M. Ding Yifan. En tant qu'économiste, quel est votre regard sur la performance de l'économie chinoise durant le premier semestre de cette année? En fait, il est difficile de qualifier cela avec quelques adjectifs. La situation est un peu compliquée. Après la pandémie, il y a un rebond de l'économie chinoise. Il y a une certaine reprise, mais la reprise n'est pas suffisamment importante pour qu'on voit une percée. Et si vous regardez par exemple le service n'était pas revenu au niveau normal avant la pandémie. Et les activités économiques industrielles, n'ont pas été complètement reprises parce que les entreprises n'ont pas complètement rétabli leur bilan. Surtout, les entreprises étaient fortement endettées à cause de la pandémie, à cause des dépenses de toutes sortes et l'arrêt de la production. Donc, ce qui fait qu'il faut un peu de temps pour que les entreprises reprennent la main entre la gestion des bilans de leurs entreprises et rétablir la confiance dans le marché. Donc, voilà. Vous voulez dire que les données ne sont pas aussi satisfaisantes que prévu? C'est ça. Alors, quels sont les principaux défis? Vous avez mentionné quelques éléments. Quels sont les principaux défis, selon vous, confrontés aujourd'hui par l'économie chinoise? Oui. En fait, oui. Les défis confrontés par la Chine, c'est d'abord le ralentissement de l'économie extérieure. Depuis ces 2 dernières années, la croissance chinoise dépendait un peu de la croissance de son exportation, car l'exportation a joué un rôle important pour soutenir la croissance chinoise, parce que les autres pays, à cause de la pandémie, ont vu leur activité pratiquement stagnante ou leur activité s'arrêter. Et la Chine était la seule économie capable de fournir beaucoup de produits à ces pays, à ces économies en difficulté. Et avec la reprise des activités normales, donc il y a un ralentissement de l'exportation chinoise, ce qui empêche un peu la croissance de la Chine, ce qui est un obstacle de la croissance chinoise. Et à l'intérieur, à cause de la pandémie, donc à un moment donné, beaucoup de PME ont vu leur bilan se détériorer et ces entreprises ont eu des soucis pour rétablir la balance de leur bilan d'exploitation, etc., de réduire l'exposition de dette, de l'endettement, etc. Et tout cela n'a pas obtenu un résultat très important. D'autant plus que sur le marché immobilier, il y a une pression qui va dans le bas. C'est-à-dire, comme le gouvernement veut mettre la main sur un marché immobilier un peu fou, c'est-à-dire que on se soucie un peu du gonflement de la bulle sur le marché immobilier. Le gouvernement veut mettre la main sur la régulation du marché immobilier. Ceci exerce aussi une pression sur le marché.
Voilà. Alors, Monsieur Diallo, vous êtes souvent présent dans des occasions où s'opèrent les échanges culturels, économiques, commerciaux entre la Chine et l'Afrique. En tant que chercheur étranger, quel est votre regard sur la santé de l'économie chinoise aujourd'hui? Merci, madame. Je pense tout d'abord qu'actuellement, le monde traverse un contexte géopolitique particulièrement tendu, avec la situation qui prévaut en Ukraine. Et l'inflation semble être là, présente pour durer. Et l'économie mondiale peine à se redresser. Et l'écart de développement se creuse de plus en plus. Et face à cette situation, et dans un tel contexte, l'économie chinoise a montré sa résilience, son endurance et sa capacité de tenir. Et comparativement à beaucoup de pays occidentaux, l'économie chinoise a efficacement surmonté l'impact de la COVID-19 et les autres aléas sur le plan mondial et malgré la situation complexe sur le plan international. Et je pense que l'économie chinoise demeure solide. Et par rapport à l'Afrique, la fin de la COVID-19, c'est-à-dire la période post-COVID-19, et aussi la large ouverture annoncée par les autorités et permettront davantage de libérer d'opportunités et apporter un stimulant non seulement à l'économie chinoise, mais aussi à l'économie du monde. Et je pense que ce sera bénéfique pour l'Afrique. Alors, Monsieur Lim, vous avez mentionné les défis qui va confronter l'économie chinoise dans l'avenir. Et on voit que le président chinois a proposé dans le rapport du 20e Congrès national du BCC d'accélérer la mise en place d'un nouveau modèle de développement et surtout de promouvoir un développement de haute qualité. Donc, est-ce que cela signifie qu'il y aura des ajustements dans la structure industrielle ou dans la composition de l'économie pour s'adapter à cette nouvelle orientation? Oui, en fait, le président chinois a parlé à plusieurs reprises de ce qu'on appelle la nouvelle normalité. La nouvelle normalité par rapport à l'ancienne normalité, c'est-à-dire que l'économie chinoise est entrée dans une nouvelle phase de la croissance. Cette nouvelle croissance est caractérisée par un rythme plus modéré de la croissance. Donc, la Chine avait un taux de croissance supérieur à 10% pendant longtemps, et maintenant, le taux de croissance s'est rabaissé à quelque chose comme entre 5 et 6%. Donc, c'est un taux de croissance bien plus modéré, mais en dépit de ce ralentissement de la croissance, on vise sur une meilleure qualité de la croissance. Une meilleure qualité de croissance est basée d'abord sur une meilleure protection de l'environnement. Si vous regardez les progrès que la Chine a réalisés dans le domaine de la restitution de la nature, de l'environnement, etc., mais c'est un progrès inouï que nous avons remporté pendant ces 10 dernières années. À part le progrès dans le domaine de la protection de l'environnement, la Chine a misé sur le développement de nouveaux secteurs. Les nouveaux secteurs comprennent, par exemple, les nouvelles énergies. La Chine est le plus grand producteur des équipements de l'énergie renouvelable, mais aussi de l'énergie renouvelable. La Chine contribue à peu près à un tiers de l'énergie solaire dans le monde. La Chine contribue à plus de 41% de l'énergie propre, y compris l'énergie nucléaire, donc sans émission carbone, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, etc., etc. Dans ce domaine, la Chine a fait beaucoup de progrès. Tout cela marque le progrès dans le domaine de la croissance de qualité. Et il y a aussi, le gouvernement fait plus attention à la redistribution sociale pour que les classes modérées ou les classes qui n'ont pas accès à la richesse de la nation bénéficient de plus de la croissance. Donc, il y a une augmentation du pouvoir d'achat des classes qui étaient défavorisées par la croissance précédemment. Quel est votre avis là-dessus, M. Diallo?
Moi, je pense que d'abord, par rapport au 20e congrès du- national du Parti communiste chinois que nous avons suivi au mois d'octobre 2022, le discours du président Xi Jinping, qui a été un véritable discours programme, nous a édifié sur l'état de l'économie chinoise, l'état de la Chine, et aussi a ouvert une véritable page historique de la marche de la Chine dans la modernisation à la chinoise. Je rappelle que le thème de ce grand congrès était porter haut, lever le grand drapeau du socialisme à la chinoise, appliquer intégralement la pensée sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, faire rayonner le noble esprit fondateur du parti et faire preuve de confiance en soi et d'une volonté d'auto-perfectionnement, savoir innover, tout en maintenant les principes fondamentaux et poursuivre énergiquement et résolument la marche en avant et conjuguer les efforts pour faire de la Chine un pays socialiste, moderne dans tous les domaines et faire progresser tous azimuts le grand renouveau de la nation chinoise. Ce programme-là, à mon avis, regroupe toute une ambition, non seulement d'un leader par rapport au peuple, mais aussi d'un leader et du peuple par rapport au monde entier. Et à cet égard, moi je pense que le système de gouvernance de la Chine sera de plus en plus ouvert en matière de règlement, de politiques restrictives, de gestion des normes. Et les initiatives qui portent entre autres sur la transformation rapide de la Chine en puissance commerciale et la promotion du développement de qualité, comme vient de le souligner mon ami Ting, et la mise en œuvre de l'initiative La ceinture et la route, la défense de la diversité et la stabilité de la configuration économique et les relations économiques commerciales à l'échelle mondiale vont contribuer à faire de la Chine un pays où, comme moi et comme d'autres, nous pourrons exécuter, réaliser les rêves. Et je pense qu'économiquement, les feux sont ouverts pour la Chine. Vous avez mentionné beaucoup d'aspects en fait. Si on concentre un peu sur le développement de qualité, j'ai vu que dans un de vos articles, vous avez mentionné que, je cite, la modernisation à la chinoise offre un nouveau modèle de développement de haute qualité pour les pays en développement. Pouvez-vous nous expliquer davantage sur ce point-là? Tout à fait. Comme vous l'avez souligné, j'ai l'habitude d'écrire effectivement des articles sur non seulement les discours du président Xi Jinping, mais aussi des grandes activités en Chine. Intéressé par le système de développement, le système politique chinois, et faire en sorte que le monde comprenne davantage qu'il y a d'autres pôles que le pôle que chacun pense être le sien. Le 21 avril 2023, à l'invitation de l'Association chinoise de diplomatie publique, j'ai eu l'honneur et le plaisir de prendre part à l'Anting Forum à Shanghai, organisé par cette association sur le thème la modernisation chinoise et le monde. Et à cette occasion, nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir, d'écouter la lettre de félicitations que le président Xi Jinping a adressée au forum. Et cette lettre nous a enseigné que réaliser la modernisation était une aspiration constante que poursuit le peuple chinois depuis les temps modernes et aussi une aspiration commune de tous les peuples. Et donc, après une longue quête, le Parti communiste chinois a conduit l'ensemble de la nation chinoise à trouver une voie de développement propre aux réalités de la Chine. Et cette voie nous a montré que hier, pays pauvre, arriéré, humilié, la Chine s'est tenue debout. Elle s'est tenue debout et demeure aujourd'hui la deuxième économie mondiale, le premier pays en termes de commerce de marchandises, de réserves de devises et d'industrie manufacturière. Et comment la Chine a-t-elle pu réaliser un progrès aussi extraordinaire en seulement quelques décennies, alors que les pays que nous appelons pays développés, notamment les pays de l'Ouest, ont mis des siècles à y parvenir, et notamment par quelle action? Par l'esclavage, la colonisation, l'exploitation d'autres peuples. La réalisation que le monde est convenu d'appeler aujourd'hui le miracle chinois repose sur cette ambition du peuple chinois de travailler non seulement à l'interne sur sa modernisation,
mais aussi de travailler avec le monde par rapport à la mondialisation. Et dans ce cadre-là, l'Afrique, les pays en voie de développement sont au cœur de l'action de la Chine. Et nous avons compris, à travers ce forum, à travers la lettre du président Xi Jinping, à travers les débats de haut niveau, que le vaste champ de la modernisation chinoise s'avère d'envergure mondiale. Cette modernisation offre des solutions et de nombreux défis auxquels est confronté le développement humain. Et la Chine constitue aujourd'hui, je l'ai dit, je crois aussi que le ministre des Affaires étrangères de la Gambie qui a participé à cet événement l'a dit, la Chine constitue aujourd'hui une lueur d'espoir pour les pays en développement, une lueur d'espoir pour l'Afrique, mais une lueur d'espoir pour le monde. Alors, Monsieur Deng Yifan, en tant qu'économiste, comment faut-il interpréter la relation entre développement de haute qualité et la modernisation chinoise en tant que concept? En fait, oui, le développement de la haute qualité, c'est une étape à court terme. Ce sont les objectifs de développement et les objectifs visés par le gouvernement à une courte période. Alors que la modernisation, c'est un long processus. On vise sur moyen-long terme. La modernisation prend plus de temps, traverse des périodes différentes, même depuis la création de la République populaire de Chine. Eh bien, la Chine a commencé à viser sur l'industrialisation, sur la modernisation. Les objectifs de la modernisation de la Chine a été formulés par le Premier ministre de Touraine à l'époque, dans les années 1960 et 1970. C'était déjà les objectifs de la Chine, donc du gouvernement chinois. Mais après la fin de la révolution culturelle, lorsque la Chine s'est engagée sur la voie de la réforme et de l'ouverture, à nouveau, les dirigeants chinois ont réaffirmé les objectifs du développement de la Chine, c'est la modernisation. Donc la modernisation est un objectif très lointain. On va y continuer, on va œuvrer dans cette direction dans les avenirs, ultérieurement. Je vais tourner vers M. Diallo. On sait qu'en 2021, lors du FOCAC, la Chine et l'Afrique ont signé la vision 2035 pour la coopération sino-africaine. Et il a mentionné que la coopération sino-africaine se fera sur la base d'un développement de haute qualité. Et selon vous, comment ce développement de haute qualité va-t-il se manifester dans la coopération entre la Chine et l'Afrique? Je voudrais tout d'abord noter que la Chine et l'Afrique sont respectivement le plus grand pays en développement au monde et le continent regroupant le plus grand nombre de pays en développement. Et ces deux parties portent très haut l'étendard de la paix, du développement et de la coopération gagnant-gagnant. Ils œuvrent ensemble à l'approfondissement de leur partenariat stratégique global au développement de haute qualité, de la coopération pragmatique, une coopération pragmatique maintes fois soulignée par le président Xi Jinping. À partir de là, dans le but de fixer les orientations et objectifs de la coopération à moyen et long terme et de promouvoir une communauté d'avenir partagée, plus étroite, solide entre la Chine et l'Afrique. Le développement de haute qualité dont nous parlons actuellement se manifeste et se manifestera davantage, certainement, sur plusieurs aspects. D'abord dans les partenariats pour la concrétisation du programme de développement de l'Afrique. Notons que la Chine soutient l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'exécution des différents projets. À ce titre, elle appuie activement la mise en œuvre des initiatives continentales comme le programme pour le développement de l'agriculture en Afrique, le programme pour le développement des infrastructures en Afrique, la vision minière africaine, la stratégie pour l'innovation et aussi la promotion du commerce intra-africain, sans oublier le plan d'action pour le développement industriel accéléré de l'Afrique. Et la Chine forme aujourd'hui, nous l'avons constaté, un partenariat plus étroit dans la mise en œuvre aussi de l'initiative La Ceinture et la Route
qui a été lancée en 2013 par le président Xi Jinping. Et depuis le lancement de cette initiative, c'est des milliers de kilomètres de routes, des stades, des aéroports, des ports, des vraies infrastructures, à la fois scolaires, universitaires et commerciales qui sont créées en Afrique et qui ont permis aujourd'hui à l'Afrique d'avancer dans le chemin de son développement. Il y aura un approfondissement de la coopération en matière d'intégration, aussi en matière de technique et de scientifique, dans les domaines scientifiques. Et les deux parties aussi ont décidé d'explorer ensemble une nouvelle voie vers la paix. Et c'est dans ce cadre que, en 2018 d'ailleurs, j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer au premier forum Chine-Afrique sur la sécurité et la défense. À cette occasion-là, la Chine a pris des décisions et a déjà exécuté des actions en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. Tous les domaines de développement sont concernés. Je mettrai les derniers accents sur quoi? Sur l'éducation. La Chine aujourd'hui est le plus grand pourvoyeur de bourses d'études à l'Afrique, et aussi en matière non seulement de technologie, d'initiative par rapport à l'avenir. Nous pensons que dans le cadre de la coopération pour le développement de haute qualité, les nouvelles directions que pourraient emprunter à l'avenir la Chine et l'Afrique, cette nouvelle direction est déjà en place à travers le forum sur la coopération sino-africaine FOCAC, à travers les initiatives portées par le président Xi Jinping, notamment la ceinture et la route, et à travers les grands échanges et notamment les grands forums que la Chine et l'Afrique organisent à chaque fois que cela est nécessaire, et notamment les sommets sur la Covid pendant cet instant-là. Et à ce niveau, je dois souligner pour terminer que sur ce chapitre que la Chine est le seul pays au monde pendant la Covid-19 à avoir aidé l'Afrique non seulement en termes de vaccins, en termes de logistique, mais aussi en termes d'appui médical par des médecins spécialisés sur le terrain africain. On voit que le président chinois a présidé une réunion le 24 juillet sur le travail économique au second semestre, dans laquelle il a mentionné la nécessité de promouvoir l'ouverture de haut niveau. Et M. Ding Yifan, quelle est votre réflexion là-dessus? Qu'est-ce que ça signifie une ouverture de haut niveau, et qu'est-ce que cela va changer sur le rapport entre la Chine et le reste du monde? En fait, l'ouverture de la qualité veut dire tout simplement que la Chine va s'ouvrir davantage sur le monde. Au moment où les pays dits développés se replient de plus en plus sur eux-mêmes, aux États-Unis, en Europe, au Japon, ils prennent de la distance avec la Chine, ils prennent de la distance avec le marché mondial. Eh bien, la Chine va faire le contraire. La Chine va essayer d'aller vers d'autres pays du monde. La Chine va engager plus de projets de coopération avec des pays du monde. En fait, si vous voyez le nombre de voyages entrepris par des chefs des grandes entreprises multinationales, eh bien, en fait, ces entreprises votent avec leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils viennent davantage en Chine en dépit de l'opposition de leur gouvernement. Depuis ces dernières années, c'est arrivé avec des chefs d'entreprise américaines, avec des chefs d'entreprise allemandes, etc., etc., ce qui montre que finalement, l'ouverture de la Chine a un attrait, ou le marché chinois a un attrait pour les entreprises de grande qualité, pour les entreprises multinationales. Elles veulent toujours élargir leur présence et leur investissement en Chine. En même temps, cette ouverture de la Chine va dans l'autre sens. C'est-à-dire que la Chine commence à investir davantage, comme M. Diallo a indiqué, la Chine investit davantage en Afrique, dans beaucoup de pays dans le développement, dans ce qu'on appelle le Sud global. Donc en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Ceci sert à promouvoir le développement de l'économie locale
de rendre une vie de qualité à la population locale, mais aussi de relever le niveau d'industrialisation de ces pays-là. Donc, la participation chinoise à l'économie mondiale est très importante, car depuis la crise financière de 2008, la contribution chinoise à la croissance mondiale était toujours supérieure à un tiers. Donc, la Chine elle-même contribue à beaucoup de la croissance mondiale, et en particulier à l'émergence globale du Sud. De plus en plus, les pays en développement trouvent en le modèle chinois et en l'assistance chinoise, comme M. Diallo a indiqué, une lueur d'espoir. Alors, Monsieur Diallo, vous avez analysé tout à l'heure le contenu de développement de haute qualité dans la coopération entre la Chine et l'Afrique à l'heure actuelle, et dans l'avenir, quelles seront les nouvelles orientations selon vous par rapport à cet développement de haute qualité pour les deux parties? Je dois d'abord souligner que à chaque rencontre au sommet dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, les deux parties, la Chine et l'Afrique, dessinent des brillantes perspectives de la coopération entre deux amis de longue date. Comme on le dit très souvent, l'amitié entre la Chine et l'Afrique a été fondée dans le fin fond de l'histoire des deux parties. Aujourd'hui, cette amitié se concrétise, notamment, en dernier lieu, le dernier acte que nous pouvons citer, c'est la 8e réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine sur le thème « Approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée sino-africaine dans la nouvelle ère ». Cette 8e conférence des ministres de cette grande rencontre triennale Chine-Afrique a débouché sur la déclaration de Dakar, un plan détaillé qui permet aux deux parties d'engager des actions concrètes pour le futur. Et le plan de Dakar note non seulement l'économie numérique, l'économie verte, les nouveaux domaines stratégiques de coopération entre la Chine et l'Afrique, et aussi, je peux dire, la coopération dans les mégadonnées, l'intelligence artificielle, les mobiles, l'innovation numérique, les transferts de technologies et les infrastructures numériques. À cette occasion-là, nous avons eu le plaisir d'écouter l'intervention du président Xi Jinping, qui a véritablement illuminé cette conférence en répondant aux attentes de ses amis africains avec le pragmatisme qui caractérise ses interventions et l'ambition de ses propositions en faveur du développement de l'Afrique, ce qui affiche la fidélité du dirigeant chinois à l'engagement initial de son pays. Xi Jinping a présenté 4 importantes propositions concrètes portant d'abord sur la lutte de la Covid, à l'époque c'est l'actualité, et la solidarité, pour approfondir la coopération pragmatique et promouvoir le développement vert, défendre l'équité et la justice et la vision de la coopération Chine-Afrique 2035 qui a été préparée conjointement par les deux parties. Le programme médical de la santé, le programme de promotion des investissements, le programme d'innovation numérique, le programme de développement vert, le programme de renforcement des capacités, le programme d'échange, etc., sont des programmes proposés par le président Xi Jinping et bien accueillis et bien engagés pour faire des relations, sinon de la coopération sino-africaine, un objet qui leur permettra d'engager, je peux dire, d'entamer une nouvelle ère de la marche vers la construction d'une communauté de destin Chine-Afrique encore plus étroite, plus solide et solidaire, comme le disent très souvent les dirigeants africains, avec l'accompagnement des dirigeants chinois. Je vous remercie, M. Ding Fang et M. Diallo, d'avoir participé à notre émission et partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.